Et vraiment heureuse d'être avec vous, surtout un 14 mars, puisque c'est la première fois depuis 2 ans que j'interviens devant des gens pour de vrai, et en plus je peux voir leur sourire, je peux voir leurs expressions, et je vous jure que quand on fait des interventions, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, parce que ça fait quand même 2 ans que je ne vois pas, je parle à des gens, mais je ne sais pas s'ils s'ennuient, s'ils sourient, s'ils pleurent, s'ils sont désespérés, en colère. Donc là, je vais pouvoir en profiter, je suis vraiment ravie. Et pour répondre à ta question, au-delà du bonheur immédiat d'être avec vous, ce que je te propose, et ce que je vous propose, c'est un premier élément de réponse. Vous allez voir, il y a plusieurs éléments de réponse sur le bonheur de demain, le bonheur qui nous attend et qu'on va construire. Mais je voudrais juste vous donner ma réponse très personnelle à ce que c'est que le bonheur et celui qu'on peut continuer enfin j'espère qu'on pourra continuer à aller chercher ensemble. C'est un saisissement du cœur. C'est tout ce à quoi on a renoncé. Alors si j'ai voulu vous montrer ces images, ça fait, je sais pas, 100 fois que je les vois, j'ai vu le film aussi, et chaque fois ça fonctionne, vous savez, c'est comme les concerts, les bons concertos, ou une nocturne de Chopin, on peut les écouter 100 fois, 1000 fois, et à chaque fois on retrouve quelque chose d'essentiel. Et quand je regarde la nature à travers les mots de Sylvain Tesson et les images et les photos de Vincent Munier, ça me fait le même effet que ces symphonies. Pour moi, tout est là. Ce qui fait finalement le vrai bonheur, le mien en tout cas, c'est-à-dire la nature, l'homme et la nature, l'animal. C'est pas toi qui cherchais ton téléphone tout à l'heure ? L'animal, l'espace, l'intelligence, le temps long, le respect, le silence, le visible et l'invisible, la sobriété heureuse, la joie et un mot magique, l'émerveillement. Il y a tout, il y a le vivant et il y a ce que j'appelle moi la beauté du monde. Et je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, moi je reste toujours extrêmement intimidée, et j'ai pas besoin d'aller au Tibet, hein, les côtes bretonnes nous offrent ça aussi. Je suis toujours extrêmement intimidée par la beauté du monde, quand on arrive à en prendre, à s'écarter un petit peu du quotidien et à en prendre conscience. Cette beauté du monde, c'est un héritage qu'on a reçu collectivement, un héritage complètement incroyable. Et à mon sens, parce que j'ai aussi 3 jeunes enfants, eh bien, c'est un héritage qu'on doit transmettre. Et moi, je me sens investie de cette responsabilité, pas à titre personnel, mais à titre collectif. Je trouve que nous sommes investis de cette mission qui est de transmettre cet héritage à nos enfants et à leurs descendants. Et pour terminer cette introduction au bonheur, si je puis dire, je vais juste vous citer la dernière phrase du film, qui est issue du livre de Sylvain Tesson, et qui pour moi est la quintessence de tout ça. Se contenter du monde, lutter pour qu'il demeure. Et là, je crois que quand on arrive à ça, eh ben, on accède au bonheur. Et ça, j'espère qu'on arrivera donc à savoir nous contenter du monde, et ça, c'est finalement de plus en plus difficile, et à lutter pour qu'il demeure, et en travaillant pour ça, enfin en agissant ensemble pour ça. Et c'est un petit peu l'objet aussi de ma présentation ce soir. Alors, en attendant, donc, enfin, en même temps qu'il y a la beauté du monde, il y a aussi les nouvelles du monde. Et je vais vous donner un petit peu quelques nouvelles du monde, et c'est pas forcément que des bonnes nouvelles, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, c'est l'Ukraine, c'est le Covid, c'est les inondations en Australie, c'est le rapport du GIEC, c'est l'éco-anxiété, c'est la déprime des jeunes, qui aujourd'hui gagnent absolument toutes les couches sociales et tous les pays du monde, toutes les jeunesses du monde. Et tout ça, évidemment, ce ne sont pas des très bons signaux pour le futur bonheur du monde. Mais en même temps, il y a aussi des bonnes nouvelles. Alors je pourrais aller, si j'allais dans le champ de la géopolitique, je vous dirais que l'Europe n'a jamais été aussi unie, que quelle bonne nouvelle, enfin on a compris qu'il va falloir faire une transition énergétique, etc. etc. Mais c'est pas de cette bonne nouvelle-là dont je vais vous parler ce soir. Ce dont je veux vous parler ce soir, la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons jamais eu autant de moyens, de connaissances et d'outils pour changer le monde. Je sais pas, moi, quand j'avais 18 ans, 15 ans, 20 ans, comme tout le monde, j'ai voulu refaire le monde. Sauf que maintenant, on peut.
On peut refaire le monde et c'est quand même une incroyable nouvelle à partir du moment où on a envie de le refaire. Et toute la question, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de refaire le monde? Et ça, c'est une question personnelle, mais en tout cas, bonne nouvelle, on peut refaire le monde et on a de bonnes raisons de le faire aussi. Et on a d'autant plus d'outils et de moyens que nous vivons dans un monde complexe. C'est un monde paradoxal puisque c'est la complexité qui fait que c'est compliqué d'agir et en même temps que c'est possible d'agir. Alors je vais justement, pendant un premier temps de ma présentation, je voudrais vous emmener dans la complexité du monde en relisant finalement, vous allez voir, les différentes actualités que j'ai citées, en les relisant par ce qu'on appelle la systémique, c'est-à-dire finalement si on tire le fil de la pelote monde, eh bien, vous allez voir qu'on peut tout est lié à tout. Et c'est précisément ça dont il faut aussi s'emparer, cette complexité pour être le meilleur acteur possible. Et pour pouvoir transformer les choses. Alors, le début de mon histoire, il faut bien commencer par un début. Eh bien, c'est la consommation de viande mondiale. Je ne sais pas si vous savez que dans l'histoire universelle, dans toutes les cultures, sauf une, eh bien, à toute hausse de revenus, et ce qui a été le cas depuis, les revenus, vous savez, se sont beaucoup élevés dans le monde en moyenne depuis une trentaine d'années, eh bien, à toute hausse de revenus correspond d'abord une hausse du nombre de calories qu'on absorbe. Et ces calories, pour l'essentiel, elles viennent de la carnation du régime, c'est-à-dire que même si on mangeait à sa faim, eh bien, on mange plus de viande on mange, oui, c'est ça, plus de produits laitiers et de viande quand les revenus augmentent. Ça, c'est une règle qu'on a observée partout. Pour vous donner un ordre de grandeur de là où nous en sommes, nous, en France, on mange chaque année 84,5 kg de viande en moyenne par habitant. Ça veut dire plus de 230 grammes de viande par jour et par personne. Et je vous parle d'une moyenne nationale, donc vous imaginez bien que les nourrissons, ils ne mangent pas de la viande. Hein. Donc vous voyez un petit peu la quantité de viande que nous absorbons chaque jour en France. Eh bien, c'est la même chose dans le reste de l'Europe, c'est la même chose dans la plupart des pays. Et des pays qui historiquement mangeaient peu de viande, eh bien, on se rend compte que leur consommation de viande augmente. Donc au total, augmentation de la population mondiale, mais surtout augmentation des revenus, changement de régime alimentaire. Donc évidemment, il faut produire beaucoup plus de viande qu'avant. Or, pour produire cette viande, on ne peut pas tous les mettre en prairie, sinon il n'y aurait plus beaucoup de place pour les hommes, donc on fait de l'élevage. Et pour nourrir le bétail en élevage, il faut produire des céréales, d'accord ? Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, 2/3 des terres agricoles dans le monde sont dédiées au bétail, plutôt à produire, soit pour les prairies, mais surtout pour produire les céréales qui sont nécessaires pour nourrir les animaux, les futurs McDo et autres McChicken. Et donc, pour arriver à trouver des nouvelles terres, parce que la consommation de viande continue d'augmenter, eh bien, il faut trouver de nouvelles terres agricoles. En gros, toutes celles qui étaient déjà disponibles, on les a exploitées, donc déforestation, puisque c'est aujourd'hui le seul moyen que nous ayons de gagner davantage de terres arables. Il y a 4 siècles, 66% de la superficie de la Terre, de la planète, était constituée de forêts. Aujourd'hui, ça n'est plus que 31%. On estime même que 80% de la couverture forestière mondiale originelle, la forêt d'origine, a été abattue ou dégradée depuis seulement 30 ans. 80% en 30 ans. Et donc ça, c'est déjà en soi, c'est tout un patrimoine, comme vous le savez, de biodiversité et d'autres choses qu'on évoquera plus loin. Mais il y a une chose auquel on pense moins quand on déforeste, c'est qu'en même temps qu'on abat les arbres, on va déconfiner, je parlais de la biodiversité, on va déconfiner des animaux qui n'est jamais sortis de la forêt, et avec eux, tous les parasites ou les arboviroses, les virus que portent les animaux, on va les déconfiner, on va les sortir de la forêt. Avant, on était protégés, la forêt faisait tampon finalement pour nous protéger de ces parasites et de ces arboviroses. Ça n'est plus le cas. Et évidemment, ces animaux entrent en contact avec des espèces domestiques, des espèces animales domestiques qui vivent près de nous, les contaminent. Et comme les zones d'élevage et les animaux domestiques vivent près des hommes, et les élevages sont situés près des hommes, eh bien, in fine, on peut avoir une transmission d'espèce à espèce. C'est l'histoire du H5N1, c'est l'histoire du SRAS, c'est l'histoire de l'encéphalite spongiforme, c'est l'histoire de Ebola, et donc, probablement,
l'histoire du Covid-19. Mais même si le Covid-19 n'était pas lié à ça, en réalité, c'est fort probable. Et donc potentiellement, c'est un épisode, et dans l'histoire, pardon, c'est un épisode qu'on a déjà vu souvent, le paludisme, l'histoire du paludisme en Europe, par exemple. Il faut savoir que c'est lié à la déforestation des Romains. Au moment où la cité romaine s'étend, eh bien, on déboise les alentours de Rome, avec en plus tout le problème des marais qui émergent à ce moment-là, et le développement des moustiques. L'homme n'est pas protégé des moustiques à ce moment-là, et attrape le paludisme. Donc c'est l'histoire humaine est parsemée de ces histoires-là. Sauf que là, on a un mouvement d'accélération phénoménal, puisque une fois que il y a eu contamination, ce qui potentiellement a été le cas en Chine, en tout cas ça a été déjà plusieurs fois le cas en Chine, eh bien, après vous avez les flux commerciaux qui caractérisent aussi notre époque. Flux commerciaux, on sait que dans les containers qui transportent nos téléviseurs et nos smartphones, ça peut transporter aussi des champignons, par exemple. Et je ne sais pas si vous savez, mais l'Amérique latine ne produit quasiment plus de chocolat parce qu'ils ont été contaminés par un champignon qui est venu d'Afrique et qui est venu par container. Et puis, c'est quand même embêtant de perdre le chocolat, vous imaginez. Et bien c'est pareil avec le tourisme d'affaires, le tourisme de villégiature, enfin le tourisme, je sais pas comment on dit, non d'affaires. Eh bien, on l'a vu au moment du Covid, vous savez, on a retracé le chemin en TGV, puis en bateau. Les pèlerinages ont joué un rôle très important dans la diffusion du Covid, aussi bien en Corée qu'en Iran en particulier. Et donc une diffusion extrêmement rapide, parce que maintenant on se déplace rapidement. Donc avant, au moment des Romains, par exemple, la peste bubonique, elle s'est développée, elle a mis 2 ou 3 siècles, je crois, pour arriver, je ne suis pas très précise, mais c'est très très long, pour venir depuis la Chine jusqu'en Europe. Aujourd'hui, il faut quelques heures. Et donc évidemment, la réponse à ce moment-là est immédiate. Il faut arrêter les vols, il faut arrêter les flux pour contenir la pandémie. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez, hein, sur la fermeture des frontières, l'arrêt des vols, et tout l'épisode que nous avons vécu pendant plus d'1 an, puisque les frontières sont réouvertes il y a quelques mois, mais en gros, pendant 1 an et demi, nous avons essayé de contenir ce virus, d'ailleurs avec un succès pour le moins relatif. Donc, arrêt du commerce mondial. Donc, vous voyez, à partir de je suis toujours dans mon point de départ, qui est la consommation de viande, et qui nous amène jusqu'à cet épisode que nous venons de traverser. Et soit dit en passant, petite digression, on a quand même beaucoup de chance. Même si on a trouvé que ces 2 ans, c'était long. Je dis c'était parce qu'on a une espèce d'idée là qu'on est en train d'en sortir. Les Chinois n'ont pas du tout la même idée, puisque vous savez, on reconfine en ce moment en Chine. Mais soit dit en passant, on a eu de la chance. Parce que finalement, le Covid-19, certes, il y a beaucoup de gens qui en sont morts, mais la létalité était très faible. Imaginez que c'était Ebola. Et rien, scientifiquement, rien n'exclut que le prochain virus qui circule, il est aussi létal que Ebola. On ne peut pas l'exclure, on n'en sait rien. Donc c'est vous dire quand même l'impact, l'importance qu'il faut que nous accordions à ces phénomènes systémiques pour aussi assurer notre sécurité dans le futur. Mais l'histoire de notre consommation de viande, et surtout de l'histoire de l'élevage, ne s'arrête pas là. Parce que l'élevage, ça représente aussi l'émission de gaz à effet de serre. D'abord du méthane. Non pas par les bousses de vache, comme on l'a longtemps dit, mais en fait par le roux des vaches. C'est-à-dire la fermentation gastrique qui produit du méthane. Et pareil pour le riz, hein, soit dit en passant, le riz est un gros émetteur de gaz à effet de serre, on en parle moins, mais parce que pareil, fermentation, émission de gaz. Deuxième gaz lié à l'élevage, en fait plus exactement lié à l'agriculture et à la production de céréales nécessaires pour l'élevage, et ce à travers l'engrais, c'est les protoxydes d'azote. Puisque pour accroître la productivité, on utilise des engrais azotés, beaucoup d'engrais azotés, qui dégagent après du protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, est un gaz à effet de serre qui a un pouvoir de réchauffement global 310 fois plus puissant que celui du CO2. Et en plus, il reste dans l'atmosphère une centaine d'années, donc il a une inertie extraordinaire, au lieu de 12 à 13 pour le CO2. Vous voyez un peu la différence. Et du coup, c'est pour ça que le dernier rapport du GIEC, que pas grand monde a lu, malheureusement, nous dit
qu'il faut faire très attention, enfin encourage à réduire, à contenir, j'allais dire, le développement de l'agriculture et surtout l'utilisation d'engrais azotés et le développement donc de l'alimentation carnée, puisque ça conduit à une surconsommation de ces engrais. Il se trouve qu'aujourd'hui, on estime que le secteur agricole représente 90% des émissions de protoxyde d'azote, dont je rappelle qu'elles n'étaient pas comptabilisées dans les scénarios du GIEC jusqu'à maintenant. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'aujourd'hui, l'agriculture européenne, c'est une petite digression, mais pour vous dire à quel point tout est lié, l'agriculture européenne dépend pour 20% des engrais azotés qui sont fabriqués où? En Ukraine. Donc vous voyez, notre dépendance aux engrais azotés, où est-ce que ça peut nous emmener? Donc déforestation, la déforestation, l'élevage c'est des émissions de gaz à effet de serre, la production agricole aussi, puis il y a aussi la déforestation, parce que quand on détruit un arbre, vous savez qu'on détruit un puits de carbone, puisque les forêts émettent un peu de CO2, mais surtout elles en absorbent. Et c'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs le poumon. On n'a pas les grandes forêts amazoniennes ou tropicales, les poumons de la planète, parce que précisément, elles sont capables d'absorber du CO2 et théoriquement, elles en absorbent beaucoup plus qu'elles en émettent, du moins jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce qu'on déforeste. Aujourd'hui, l'élevage est responsable de 65% de la déforestation en Amazonie, et au moins de 15% des émissions de gaz à effet de serre de la sorte. Et le problème, c'est que bientôt, la forêt pourrait, à force d'être détruite, d'être dégradée, eh bien, la forêt pourrait même absorber moins de CO2 prochainement qu'elle n'en émet. Déjà 2 exemples. Le bassin de l'Amazone, aujourd'hui, on estime qu'il absorbe 1,2 milliard de tonnes de CO2 chaque année, et qu'il en libère 1,1 milliard. Donc vous voyez, pour l'instant, le ratio est encore favorable, mais c'est très provisoire, et je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux ces derniers jours, mais il y a plusieurs scientifiques des études récentes montrent qu'on a probablement atteint justement le point de non-retour en Amazonie pour préserver cet équilibre-là. Les forêts d'Asie du Sud-Est, elles ont déjà franchi le seuil, c'est-à-dire que depuis 20 ans, elles sont collectivement passées elles étaient un important puits de carbone et bien maintenant, elles sont une source d'émissions nettes de CO2. Et notamment à cause des coupes, évidemment, mais surtout des feux, des incendies. Vous savez qu'on déforeste encore par incendie. Et puis la mise en place de plantations, et donc on coupe régulièrement. À propos des incendies, donc on en évoque beaucoup, les incendies dans les zones tropicales ou ceux qui ravagent le sud de notre pays. Ceux qu'on évoque moins, ce sont les incendies des forêts boréales. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'idée que chaque année, il y a de très gros incendies au nord du Canada, en Russie, etc. Et ça a toujours été, c'est pas nouveau, hein. Simplement, on se rend compte qu'il y a une amplification énorme, une accélération, une amplification de ces incendies, et qui sont très spécifiques, puisque en brûlant, ils rejettent de la cendre, comme tout incendie, mais sauf que cette cendre-là, à cause de leur proximité du cercle polaire, eh bien, elle va se redéposer sur la calotte glaciaire. Donc elle noircit, elle grisâtre, enfin ça fait une calotte plus grise, et du coup ça limite ce qu'on appelle l'effet d'albédo, c'est-à-dire de réverbération de l'Arctique, qui est essentiel, comme vous le savez aussi, pour limiter les gaz l'effet de serre. Et donc on a un réchauffement qui est encore plus marqué aujourd'hui dans la zone arctique, au point que, là aussi, je ne sais pas si vous avez repéré ça cette année et surtout l'année dernière, en 2021, eh bien on a atteint 38 degrés, 39 degrés au niveau du cercle polaire. Ce réchauffement accéléré en zone arctique, il a plusieurs conséquences. D'abord, la fonte du permafrost, donc ces terres qui ont été gelées depuis l'aube des temps. Et la fonte du permafrost a elle-même plusieurs effets. D'abord, elle libère vous savez qu'il y a d'énormes puits de méthane sous les terres arctiques, et donc quand elle dégèle, eh bien, on a ces espèces de puits de méthane. Et vous avez peut-être vu des photos de ces grands trous qu'on trouve, qu'on a découvert en Arctique à la faveur du réchauffement. Et donc, je vous le rappelle, hein, le méthane, c'est un gaz qui est 25 fois plus puissant que le CO2 et qui reste, lui, aussi dans l'atmosphère une centaine d'années. Ensuite, deuxième effet, c'est l'effondrement des infrastructures. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pareil, l'année dernière, cette immense centrale à gaz russe, et, évidemment, on y revient au gaz russe,
et son réservoir qui se sont effondrés et qui ont libéré des centaines de milliers de tonnes de gaz liquide dans la nature. Et puis troisième phénomène, un peu moins connu, mais on commence à en parler, c'est la libération des carcasses. C'est-à-dire que vous avez des carcasses qui sont gelées depuis des centaines d'années sous la glace, dans le permafrost, et qui, à la faveur du réchauffement, sont dégelées et qui libèrent les virus qui étaient congelés, alors que les animaux sont morts, mais les virus gelés ne meurent pas nécessairement. Et c'est comme ça qu'il y a quelques années, il y a eu une grosse épidémie d'anthrax qui a décimé des troupeaux de rennes. Et quand on a étudié d'où venait le bacille d'anthrax, on s'est rendu compte que c'était un bacille qui remontait au XVIIIe siècle. Et on sait que potentiellement, il y a d'autres virus, d'autres maladies qui sont comme ça congelés finalement dans la mémoire des sols arctiques. Autre effet, la fonte du réchauffement arctique, c'est la fonte de la calotte glaciaire, bien sûr, qui, en projetant des grandes quantités d'eau douce dans la mer, dans l'océan, dans l'eau salée, va modifier les courants. Vous avez entendu parler là aussi de la modification du Gulf Stream qu'on redoute, dont on voit les premiers signaux. Et au-delà, alors le Gulf Stream, je vous rappelle que c'est notre thermostat dans l'hémisphère nord pour l'Atlantique. Ça modifie aussi, en modifiant les courants, ça va modifier aussi les courants atmosphériques cette fois, et éventuellement d'autres phénomènes, comme par exemple celui bien connu de El Niño et celui un peu moins connu de El Niña, dont on voit aujourd'hui les effets en Australie. Vous avez vu ces images de Sydney, complètement sous l'eau, avec l'eau qui est montée jusqu'à 16 mètres en certains endroits. 16 mètres, vous imaginez le château à côté Et en fait, comment ça fonctionne ? Eh bien, avec le réchauffement climatique, l'eau superficielle des océans se réchauffe. Alors, il faut savoir et donc ça facilite l'évaporation. À chaque degré supplémentaire, ça charge l'atmosphère de 7% d'humidité en plus. Donc, vous avez ces masses d'air humide qui montent dans l'atmosphère. Là où elles peuvent rencontrer, par exemple, au moment d'un phénomène El Niño, des courants d'air froid. Et donc là, on a le phénomène de ce qu'on appelle des rivières atmosphériques. C'est-à-dire d'énormes quantités d'eau qui refroidissent et qui tombent du ciel comme des rivières. Et ça s'appelle le déluge. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, dans le Queensland ces derniers jours, qui s'était déjà passé d'ailleurs il y a 2 ans. Donc ce phénomène-là, amplification des catastrophes naturelles, et ça aussi on le retrouve dans le dernier rapport du GIEC, du moins sur un scénario où on ne change rien. Plus d'humidité, ça veut dire aussi que la chaleur elle-même devient beaucoup plus insupportable. L'année dernière, il y a 2 ans, enfin il y a bientôt 2 ans, on a enregistré pour la première fois sur la planète, en 2 endroits, au Pakistan et en Arabie Saoudite, une température qu'on appelle la température de 35 degrés humides. 35 degrés humides, ça ne paraît pas très impressionnant, sauf que c'est un ratio humidité-chaleur qui fait que l'organisme humain ne peut pas survivre plus de 6 heures à cette température-là et cette humidité-là. Cette température-là et cette humidité-là, les rapports du GIEC l'avaient prévu, l'avaient anticipé pour la fin du siècle. C'est arrivé en 2020. Donc ça montre l'amplification et l'accélération du phénomène. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a plusieurs zones de la Terre qui deviennent des zones invivables. Il y a déjà 2-3 villes qui sont déclarées villes invivables. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la clim, en gros, vous ne pouvez pas survivre, vous ne pouvez pas rester dehors plus de quelques heures. Alors vous commencez à dire pourquoi je suis venue ce soir. Tu parles d'un bonheur futur. Mais en fait, non, c'est pas déprimant du tout. Sinon, je ne serais pas là pour vous le raconter quand même. J'aurais trop peur de me faire lyncher à la sortie. Non, en fait, moi, je raconte cette histoire parce qu'elle nous indique plusieurs choses. Bien sûr, elle nous indique l'urgence. On n'a pas le choix. Si vous avez des enfants comme moi, si vous les aimez, vous n'avez pas le choix, vous le faites. Vous le faites. Quand je dis vous le faites, ça veut dire vous réfléchissez, vous transformez, vous faites ce que vous pouvez à votre échelle. Et en réalité, on peut faire plein de choses. Je repars de mon histoire de viande. C'est un exemple parmi d'autres. Un exemple parmi d'autres. Je repars de mon exemple de viande. Vous savez qu'aujourd'hui, si le monde entier, on est à peu près 7,5 milliards d'habitants, un petit peu plus. Si l'ensemble de l'humanité mangeait la même chose que les Japonais, adoptait le régime alimentaire des Japonais, qui ne sont pas végétariens, je vous rappelle, ils mangent un peu de poisson, ils mangent un peu de viande, mais ils mangent des petites quantités à chaque fois.
eh bien, nous pourrions, avec la production agricole actuelle, déjà nourrir 8 milliards d'habitants. C'est-à-dire qu'on est encore en surplus. On aurait de quoi nourrir largement toute la planète. Si on change de régime, on en essaye un autre. On essaye celui du pays où on a inventé le bonheur intérieur brut. Je vais parler du Bhoutan. Si on adopte le régime alimentaire du Bhoutan, ils mangent certes très peu de viande, ils mangent maximum 100 grammes par semaine. Donc on est quand même loin des 230 grammes par jour, mais 100 grammes par semaine, ça n'est pas non plus être totalement végétarien, encore moins vegan, puisqu'ils boivent du lait d'yak. Eh bien, si on adopte ce régime alimentaire, dès aujourd'hui, on peut nourrir 12 milliards d'habitants. C'est-à-dire beaucoup plus que la population actuelle, et surtout, c'est-à-dire, comme les projections démographiques maximum pour la planète, c'est 12 milliards d'habitants. Donc en gros, ça voudrait dire que dès maintenant, on pourrait arrêter de déforester, de mettre plus d'engrais, etc. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, si on mange tous comme nous, eh bien, comme les Européens et comme les Américains, parce que c'est à peu près équivalent, eh bien, on peut nourrir 3,5 milliards d'habitants. Donc vous voyez un peu le poids de votre assiette dans les émissions de gaz à effet de serre chaque année. C'est phénoménal. En fait, c'est énorme. 15% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'alimentation de 10% de la planète. C'est énorme comme impact. Alors, il y a quand même une tendance qui est assez intéressante, c'est que depuis 1990, parce que cette histoire, celle que je vous raconte, en fait, elle n'est pas très nouvelle, j'en conviens, on voit aujourd'hui déjà une diminution de la consommation de viande, puisqu'elle baisse de 0,4% par an en moyenne, surtout chez les jeunes, c'est-à-dire il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont végétariens, et donc on est déjà passé de 94 kilos de viande en moyenne par an et par personne en 1998 à 84 kilos aujourd'hui. Donc on a réduit de 10 kilos en 20 ans, un peu plus de 20 ans. Donc choisir son régime alimentaire, ça c'est une façon d'agir. Choisir plus globalement ce qu'on consomme, évidemment. Où est-ce que ça a été fabriqué ? Avec quels moyens ? Vous savez que l'essentiel aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre, c'est au moment de la production des biens que nous consommons. Il y a le transport, etc., mais l'essentiel, c'est au moment de la production. Et c'est très logique. Et donc, le fait de choisir son mode de consommation, j'ai pas dit de ne plus consommer, je veux dire choisir son mode de consommation, c'est-à-dire aussi son mode de vie, en fonction de cette contrainte-là, est un moyen d'action très important. Et puis, quand on est chef d'entreprise ou quand on travaille à la direction d'une entreprise, alors là, vous démultipliez vos moyens parce que vous êtes au cœur du problème, vous êtes au cœur du sujet, vous êtes au cœur de la question du modèle économique. C'est quoi aujourd'hui notre modèle économique ? Qui est un modèle économique, soit dit en passant, qui a été extrêmement vertueux depuis 3 décennies, puisqu'il a permis d'augmenter le revenu moyen mondial, il a permis à une partie importante de la population mondiale de sortir, en gros 1,5 milliard de personnes, de sortir de l'extrême pauvreté, d'avoir accès à la santé, à l'éducation. Donc on ne remet pas en cause les acquis, ça c'est fait, et c'est extraordinaire. Le seul problème, c'est que ce même modèle économique, quand on l'analyse un petit peu, en quoi il consiste ? C'est un modèle de croissance, puisque aujourd'hui, l'injonction primaire en termes d'économie, c'est le modèle dans lequel vous avez appris, c'est le modèle de la croissance. La croissance, c'est quoi ? Ça consiste à convertir toute élévation de revenus en consommation supplémentaire, donc en production supplémentaire, donc en emploi supplémentaire, donc en revenus supplémentaires, donc en consommation supplémentaire, etc., etc. Et ça, c'est la partie vertueuse de ce modèle et qui, comme je vous le disais à l'instant, a très bien fonctionné. Maintenant, il y a la phase B du même modèle. Toute augmentation de revenus doit être convertie en consommation supplémentaire, donc en production supplémentaire, donc en prélèvement de ressources supplémentaires et en émission de déchets supplémentaires. Et c'est là où on atteint la limite, c'est-à-dire que les ressources ne sont pas infinies. Donc en théorie, le modèle, il est infini, mais les ressources ne sont pas infinies et la capacité de la planète à absorber les déchets, et je mets le CO2 dans les déchets, eh bien, ne sont pas infinies. Et donc c'est là où ça fonctionne plus et c'est là où on est maintenant. Parce que le trop-plein, eh ben, il se manifeste avec le recul du vivant, avec le réchauffement climatique, avec les pollutions et tous les effets que je viens de décliner. Donc il va bien falloir qu'on sorte de cette impasse. On ne va pas continuer à constater, à aligner les crises les unes après les autres en pleurant. Et il s'agit de devenir acteur. Et en plus, quand on est entreprise, on est au cœur du système parce que précisément, et je trouve ça
extrêmement difficile et en même temps passionnant, c'est que vous avez cette double injonction. L'injonction de croissance, qui est celle du modèle économique, et qui a été portée dans les écoles de commerce, qui est portée par les médias, qui est portée par nos politiques, cet appel à la croissance économique qui fournit l'emploi et la richesse, et donc qui appuie notre développement. Et de l'autre côté, cette autre injonction, qui est celle de la planète, qui est celle des jeunes générations, qui dit il faut être économe, ça ne tiendra pas, ça ne peut pas tenir sur la durée, c'est pas idéologique, c'est pas politique, c'est juste une question mathématique et d'équation. On n'a pas assez de ressources, et on voit bien les tensions que ça peut produire quand il n'y a pas assez d'essence pour tout le monde, enfin quand il n'y a pas assez de gaz pour tout le monde, vous voyez bien les effets. Donc c'est mathématique, ça n'est même pas, c'est pas du tout idéologique. Et donc, les entreprises, elles sont au cœur de cette contradiction, et c'est pour ça qu'à mon sens, elles ont non seulement une responsabilité, mais surtout un rôle déterminant à jouer, parce qu'elles ont le modèle, elles ont la capacité de transformer le modèle. Et transformer, inventer, il n'y a rien de plus réjouissant, ça c'est une bonne nouvelle. Vous avez déjà vu des inventeurs qui déprimaient, vous ? Non. Un inventeur, il déprime pas, il invente, il construit, il est dans la suite. Et donc, on est dans une période où il faut inventer, et on nous demande d'inventer. La vraie injonction qu'on doit tous, c'est inventer, créer, changer, transformer. Et ça, en fait, c'est enthousiasmant. Même si il va falloir le faire de manière accélérée, etc. Mais en réalité, quand on va vraiment derrière, on se rend compte que c'est quelque chose de positif. Et puis, les entreprises, elles sont d'autant plus actrices qu'elles sont ancrées dans un territoire. Et là, je parle surtout des PME et des ETI. Elles sont ancrées dans un territoire et donc elles peuvent agir en écosystème et donc avoir un poids beaucoup plus décisif, beaucoup plus important. Et elles peuvent également participer à une autre transformation nécessaire qui doit nous mener vers l'autonomie ou une plus grande autonomie. Autonomie stratégique en tout cas, c'est-à-dire l'énergie, les minerais et l'alimentation. C'est ça l'autonomie stratégique. On peut ne pas être autonome sur les sacs de luxe, mais à la limite, c'est un petit peu... Pardon mesdames ou messieurs d'ailleurs, mais c'est peut-être moins stratégique que ce qui se passe, ce qu'on voit aujourd'hui sur les prix alimentaires ou de l'énergie. Or, il se trouve, nous sommes en Europe, et il se trouve que l'Europe n'est autonome sur aucun de ces trois chapitres. Et ça, c'est l'Ukraine aujourd'hui qui nous le rappelle, avec notre dépendance au gaz. Alors en France un petit peu moins, mais quand même. Avec notre dépendance aux engrais azotés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 20% des engrais azotés européens viennent d'Ukraine. Notre dépendance européenne aux céréales ukrainiennes et russes, qui sont les principaux producteurs mondiaux. Alors en France, on est un peu mieux lotis parce qu'on est aussi un très gros producteur de céréales, mais pas forcément nos voisins. Et en France, on est dépendant des tourteaux qui sont produits en Ukraine. 50 à 70% des tourteaux qui sont élevés et qui sont utilisés pour l'élevage en France viennent d'Ukraine. Et puis on est dépendant évidemment des minerais, à commencer par le nickel et par l'aluminium, dont les prix sont en train évidemment d'exploser, et dont la Russie et l'Ukraine surtout la Russie, sont de gros exportateurs. Donc vous voyez, quelle que soit la façon dont on prenne le problème, que ce soit par l'aluminium, par l'énergie, par l'alimentation, par le régime alimentaire, on voit bien qu'on va changer. Le monde change, c'est ce qui était dit au début de la vidéo. Et puis on va d'autant plus changer que le modèle européen va devoir d'autant plus changer que, on l'a vu pour le modèle énergétique, ça fait la couverture de nos journaux depuis quelques jours, la nécessité de changer notre modèle énergétique pour ne plus être aussi dépendant. Mais il n'y a pas que l'énergie, il y a donc aussi les minerais, puisque même la transition énergétique, elle dépend de minerais dont nous sommes dépendants. L'Europe, globalement, est dépourvue de minerais, en tout cas des minerais stratégiques. Donc on dépend pour nos batteries de voitures du lithium de Bolivie, on dépend des terres rares de Chine. La Chine a un levier stratégique exactement comme la Russie, il faut bien l'avoir en tête, extraordinaire. On dépend du cobalt du Congo, on ne peut pas dire que ce soit un pays extrêmement stable ni fiable, etc., etc. Donc ce qui est en jeu, dans cette transformation dont je vous parle et dont vous pouvez être les acteurs, c'est aussi donc d'innovation, de mutualisation. Et d'ailleurs, l'Europe lance des alliances stratégiques, c'est pas pour rien, c'est pour mutualiser justement cette recherche-développement qui va nous permettre d'être plus sobres, puisque le troisième enjeu, c'est la sobriété de notre production, à la fois pour moins dépendre de l'énergie et des minerais que ça exige, mais aussi pour des effets climatiques.
Et donc finalement, plus globalement, c'est l'adaptation du modèle économique à la contrainte, aux contraintes, puisqu'il y en a plusieurs, avec évidemment aussi une plus forte dimension, une plus forte importance de, par exemple, l'économie de fonctionnalité, l'économie d'usage, qui vont transformer nos modes de consommation, donc nos modes de vie. Donc ouais, tout est lié, vraiment, absolument tout est lié, et donc nous sommes à la veille de cette transformation. Alors après, face à une transformation, on a plusieurs choix. Soit on essaye de retenir le passé, parce que c'était génial, et de fait, c'était génial, et je fais partie de ces gens qui sont parfois nostalgiques, parce que c'était formidable quand même, les années 90 et tout, mais qu'est-ce qu'on s'est amusé. Donc c'était vraiment bien. Mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas sur la durée. Et ça ne veut pas dire, c'est pas parce que c'est révolu que la suite ne veut pas être formidable, à condition de la désirer. Et il est important qu'on comprenne que cette contrainte, ça peut être aussi, il faut arriver à fabriquer du désir autour de cette transformation. Alors comment on fait? Moi j'ai des pistes, mais il y en a beaucoup des pistes. La première piste, c'est faire le deuil, accepter. On n'a pas le choix. Ça va se faire avec ou sans nous, ça se fera. Ce n'est pas une question, une fois de plus, idéologique, politique, dogmatique. C'est juste que les crises, je vous l'ai montré dans mon exposé, les crises en Ukraine, la crise du Covid, la crise climatique, ce que le GIEC nous dit aussi, parce que, voilà, on ne pourra pas échapper à la transformation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on est très doué pour la transformation. Le Covid, regardez ce qu'on a été capable de faire en quelques semaines au moment du confinement, au début de l'épidémie de Covid. C'est absolument incroyable. Qui aurait parié qu'on était capable de transformer nos territoires, nos économies, nos entreprises, notre mode de vie aussi rapidement pour répondre à une contrainte? Et ça s'est fait. Et d'ailleurs, ça a fait des petits dans certaines entreprises, au sens où ça a même conduit à la transformation de certaines activités. Autre transformation réussie, et alors là, pour le coup, qui s'est faite pas vrai, enfin, je ne dis pas sans contrainte, mais quasiment, c'est la transformation numérique. En 20 ans, sans qu'il y ait de révolution, sans qu'il y ait de guerre, sans qu'il y ait de loi, sans rien de tout ça, on a complètement transformé le système monde, système d'information, système financier, système de production, système de sécurité, système d'éducation, système d'information. On a tout transformé en 20 ans grâce au numérique. Et ça s'est fait. Et et on est tous là avec nos téléphones portables, les tablettes, etc. Et on s'en sert comme des outils. Donc on est capable de ces transformations, des transformations en profondeur, parce que là on a changé quasiment de civilisation avec le numérique. Donc on en est capable. Ça c'est important. Faire le deuil, savoir qu'on est capable. Et ensuite, autre chose indispensable, ce que je dis il y a quelques minutes, c'est qu'il faut qu'on arrive à élaborer un projet. Il ne s'agit pas d'organiser le renoncement. Trop souvent, on vous parle du réchauffement climatique et des conséquences comme d'un immense renoncement. Il va falloir renoncer à prendre l'avion, il va falloir renoncer aux vacances au bout de la planète, il va falloir renoncer à manger de la viande, il va falloir renoncer. Ça ne serait qu'une liste de renoncements. Non, non, non. Transformation, ça veut dire qu'il faut élaborer un projet, il faut savoir où on va, il ne faut pas savoir d'où l'on vient, parce ça on le sait, et on sait qu'on ne peut pas y rester. Donc l'important maintenant, c'est de se fixer un objectif, et de préférence collectif et attractif. Et donc c'est là où il va falloir avoir des visions, parce qu'on ne sait pas ce que ça peut être, cette autre chose, cette autre civilisation, cet après-demain, et ce bonheur du futur. Mais on a quand même quelques idées, il y en a qui font des propositions, et en tout cas, on a aussi des outils pour produire, en intelligence collective, pour fabriquer ces récits. À l'échelle d'une entreprise, réinventer le projet d'une entreprise, c'est extrêmement mobilisateur pour les équipes, pour le dirigeant, et je vais vous donner un ou deux exemples. Donc il est essentiel pour réussir cette transformation d'en faire un projet positif, attractif, désirable. Et puis pour donner du sens aussi. Vous savez que j'espère que peut-être j'ai soufflé l'idée que vous accueillez dans une de vos prochaines soirées quelqu'un qui s'appelle Arthur Gosset, qui a produit un film qui s'appelle Rupture, et qui est un jeune diplômé, qui a été diplômé de l'école centrale de Nantes, donc est ingénieur, et qui fait partie de cette génération qui, au sortir de l'école, avait des belles propositions pour aller travailler dans les grandes entreprises, et qui a dit « non, non, moi je ne me reconnais pas dans le projet de ces entreprises, de ces boîtes, parce que ça manque de sens, parce que c'est contraire à ma vision de ce que peut être
le monde de demain, et en particulier, lui en l'occurrence, surtout pour des raisons écologiques. Et donc il fait partie de cette génération qui a signé les 30 000 étudiants des grandes écoles, qui ont 30 000 quand même, qui ont signé la pétition, qui ne voulaient pas aller travailler dans des boîtes qui ne respectaient pas une politique RSE suffisamment ambitieuse, où ils ne se reconnaissaient pas. Il faut l'écouter parler, il est passionnant et il est positif. Il est dans la dynamique et il dit, mais c'est extraordinaire parce que ça fait bouger les boîtes. Ça fait bouger les choses. Et il y a des entreprises qui sont en train de se transformer. HEC est en train de courir derrière. Il me racontait il y a 3 jours la discussion qu'il avait avec HEC. Ça fait bouger les choses. Et tout ça est positif parce que c'est dans un projet. Et ça attire les talents. Il nous racontait aussi que, je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, 75% des étudiants qui sont sortis de Centrale sont allés dans des PME. Pas pour rien, parce qu'elles se disent, là je peux agir. Là je peux faire bouger les choses. Donc vous voyez un peu la force que ça donne d'avoir une espèce d'ambition et de donner du sens à un projet. Donc ça c'est quand même une super nouvelle aussi. Parce qu'avant il fallait avoir aligner un salaire important et c'est plus le cas. C'est plus comme ça que ça marche. La bonne nouvelle c'est qu'on a cette jeune génération et qui est d'une intelligence, mais moi je suis fascinée, je les rencontre grâce à ce que je fais. Et on a un vivier, une intelligence de gens qui en plus ne sont pas dans le renoncement puisqu'ils sont nés, j'allais dire, avec cette donne de départ. Donc eux, c'est invention devant, quoi. C'est innovation, c'est créativité, c'est absolument incroyable comme ils renouvellent finalement nos schémas de pensée et ils ont des tonnes d'idées. Donc les faire entrer, c'était aussi une manière de réussir sa transformation. Autre suggestion, agir collectivement pour optimiser, pour amplifier et pour pouvoir fixer ensemble des mesures d'impact. Parce qu'il n'y a rien de plus décourageant que de lancer une transformation et de ne pas pouvoir la mesurer et en voir les résultats. Et sur le climat, c'est d'autant plus compliqué que ce que vous allez faire, ce n'est pas vous qui en tirez les bénéfices et en plus, vous ne pourrez même pas les mesurer de manière relative, précise, puisque ça va être dilué dans un ensemble global. Donc il faut avoir des indicateurs et il faut avoir des pairs pour pouvoir se repérer. C'est absolument essentiel. D'où l'idée d'agir en écosystème et aussi à l'échelle des territoires, parce que ça permet justement de mener cette action collective, d'être plus sûr de son impact et de pouvoir comparer les pratiques, les résultats, etc. Et tout ça, comme je vous le disais, c'est possible. Et c'est même enthousiasmant. Alors je vais vous donner il me reste 7 minutes exactement, et je vais essayer de développer rapidement 3 exemples. Le premier, je suis présidente du comité de mission d'une entreprise qui s'appelle SETI, qui fabrique des portes, des fenêtres, et qui fait de la rénovation de l'habitat. Et c'est assez incroyable l'histoire de cette boîte, parce qu'au départ c'est une boîte familiale, enfin c'est une ETI qui a été rachetée dans les années 70 ou 80 par un monsieur et qui met son capital personnel et qui développe la boîte et elle marche bien. Et puis voilà quelques années déjà qu'ils commencent à réfléchir à l'impact. Il faut un bilan carbone absolument désastreux. Ils se disent mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on transforme tout ça? Qu'est-ce que je fais? Et puis après tout, c'est quoi l'intérêt général? Vous savez qu'il y a 2 siècles, il y a 3 siècles, au 18e, quand on crée une entreprise, il fallait qu'on démontre qu'on contribuait à l'intérêt général. C'était une condition sine qua non pour créer une entreprise. Revenir à cette idée d'intérêt général, il s'est dit c'est important. Il est absolument important d'y revenir pour préserver le bien commun. Et donc à partir de là, il a mis en place tout un projet, mais il ne l'a pas mis en place seul, il l'a fait avec ses équipes. Il y a eu d'énormes consultations, c'est tout un processus assez long. Et ils ont décidé de devenir une entreprise à mission, donc avec un comité de mission, une raison d'être qui a été définie avec l'ensemble des collaborateurs. Et puis ils ont transformé le capital. C'est-à-dire que le patron en question, il a décidé de prendre sa retraite et au lieu de distribuer les dividendes de la vente de son entreprise à ses enfants et pour nourrir ses vieux jours, eh bien, il a décidé d'en faire un fonds de dotation dédié à l'éducation, en l'occurrence, mais qui reste actionnaire de la boîte. Donc, ce qui donne une stabilité, évidemment, à la société pour les transformations qu'elle doit opérer. Les investissements à moyen et long terme pour réduire son empreinte carbone en particulier. Ensuite, ils ont ouvert l'actionnariat aux salariés. Et ils l'ont ouvert, au moment où ils l'ont ouvert, ils s'attendaient à peut-être un tiers, voire au mieux la moitié des salariés. En fait, c'est les 3/4 des salariés qui ont voulu devenir actionnaires. Tellement ils étaient enthousiasmés par le projet. Ça aussi, ça donne une solidité incroyable à l'entreprise.
Et puis, ils ont été chercher aussi des fonds d'investissement, en l'occurrence, dont les critères étaient des critères principalement RSE, avec des grilles d'exigence extrêmement fortes, puisqu'ils sont membres du comité de mission. Je le vois, c'est très très exigeant, très détaillé, une matrice de contribution vraiment très, très importante. Tout ça étant couplé, en couplant le comité de mission au comité stratégique, vous voyez un peu la contrainte qu'ils se sont mis sur le dos, si je puis dire, mais ce n'est pas une contrainte en réalité. Parce que ce qu'on voit, c'est des équipes qui sont enthousiastes. Moi, je vais dans les ateliers, etc., mais c'est juste génial. Il n'y a plus besoin de faire d'investissement en R&D, puisque c'est les équipes elles-mêmes qui investissent le projet de l'entreprise, la nécessité de répondre aux critères donnés, et qui sont en fait, ils sont tous devenus des chercheurs, des acteurs de la R&D de la boîte. Jamais il y a eu autant de candidatures pour adhérer à cette entreprise, et les résultats sont excellents. Donc on est là face à... Ah non, il me reste 4 minutes, hein. Donc on est là face à une démonstration, c'est encore récent, il faudra voir dans 5 ans, dans 10 ans. Il n'empêche que moi ça donne envie, quand je vais au comité de mission, quand je vais visiter leurs usines, franchement ça fait du bien, parce qu'on voit qu'une transformation, ça peut être un projet positif, enthousiasmant, qui embarque les collaborateurs et qui donne des résultats tangibles, y compris économiques, extrêmement positifs. Ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, je ne vais pas le développer maintenant parce que c'est un peu plus long que le temps qui me reste, mais peut-être tout à l'heure dans les questions, en vous parlant du grand défi des entreprises pour la planète, qui est donc une initiative que j'ai lancée il y a 1 an et demi avec quelqu'un qui s'appelle Jérôme Cohen et qui aujourd'hui réunit pas loin d'une centaine de marraines, c'est-à-dire une entreprise de soutien et surtout de partenaires avec tous les réseaux d'entreprises que vous pouvez imaginer, les grandes associations écologiques, etc., avec pour objectif justement d'embarquer les entreprises et leur écosystème pour qu'elles formulent elles-mêmes une centaine de mesures de transformation qui soient impactantes, vérifiables et faciles à mettre en œuvre. Donc ça, c'est le projet, et il y a tout un processus, mais c'est un projet, et c'est génial, parce qu'on se rend compte que petit à petit, on a de plus en plus d'entreprises, de réseaux qui nous rejoignent, et on a fait une soirée à Nantes il y a mercredi dernier, il y avait d'ailleurs des entreprises rennaises, et des associations rennaises, et c'était assez génial de voir l'enthousiasme, parce que tout ça crée de l'émulation, l'échange de bonnes pratiques, et l'envie d'agir à l'échelle d'un territoire et de valoriser un territoire. Donc ça, c'est faisable, et on reçoit tous les jours des gens qui nous disent « mais alors, qu'est-ce que ça fait du bien ?» donc la transformation, c'est quelque chose qui donne le moral. Ça, il vaut mieux être acteur que rester passif et déprimé, finalement. Et puis le troisième exemple, qui est très personnel, que je partage de temps en temps, et j'ai envie de le partager avec vous, c'est une expérience, alors c'est pas au niveau c'est au niveau d'une entreprise, mais cette entreprise-là est une entreprise familiale, puisque donc il y a 5 ans, j'ai perdu mon mari, Christophe Victor, qui est décédé en quelques minutes, évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'avait pas de cancer, ça a été quelque chose d'extrêmement soudain, on l'a vu disparaître devant nous, et tout d'un coup, en l'espace de quelques secondes, vous avez le monde. Alors là, c'est Covid plus Ukraine, c'est tout qui s'effondre. Le monde s'effondre. Parce que c'est à la fois l'homme aimé, c'est le compagnon, c'est le confident, c'est le meilleur ami, c'est l'amant, c'est le père de mes enfants. C'est aussi les revenus familiales, puisque 80% des revenus venaient de mon mari, c'est tous nos projets, et on en avait, Dieu sait qu'on en avait des projets, c'est tout, et puis l'entreprise qu'on avait ensemble. Donc tout ça disparaît en quelques minutes. C'est un tsunami, c'est-à-dire que c'est pas qu'un choc amoureux, c'est un choc global, quoi. Et je me retrouve le lendemain et en me disant, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je dis à mes enfants ? Moi, j'avais envie de partir avec lui, parce que ça paraît tellement insurmontable. Et puis, ça veut dire tellement de choses auxquelles il faut renoncer. Tout ce qu'on vivait, tous nos projets, tout ça, c'était tellement génial qu'il fallait renoncer à tout ça. Moi, je ne me ressentais pas capable. Vraiment, je ne me ressentais pas capable. Et finalement, plus facilement, c'était encore de disparaître. Mais sauf que j'avais 3 enfants, 3 bouts de chou à l'époque 4, 6 et 8, ou un peu plus, 9. Et que je n'allais pas leur dire, écoutez, mes chéris, désolé, votre père est parti, c'est fini, l'histoire est terminée. Non. De même qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire aux gens qui ont 15 ans, 20 ans, qui marchent dans les rues pour nous dire de bouger, on ne peut pas leur dire, désolé, mes chéris, mais voilà, c'est terminé. Non, on ne peut pas dire ça. Il faut qu'on transmette, il faut qu'on propose, il faut qu'on embarque. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait là ? Et en plus, moi, je n'étais même pas propriétaire de notre logement, donc il fallait envisager au même moment, très rapidement, le déménagement, etc. Bon. Et donc, le surlendemain, ce que j'ai fait le soir, ce qu'on a commencé à faire avec mes enfants pendant quelques semaines, quelques mois, on a raconté l'histoire de notre futur. Alors, notre future maison,
Ah ben non, on ne sera plus à la campagne, il va falloir qu'on habite en ville. Alors très bien, on va aller dans une ville. Oui, mais quelle ville? Alors on choisissait des critères. Ah oui, mais on aura peut-être plus, ça sera peut-être plus aussi grand. Et puis on n'aura peut-être pas chacun une chambre. Ah ouais, alors on pourrait mettre des lits superposés. Ah ouais, des lits superposés, ben moi je serai en haut et toi tu seras en bas. Etc., etc., etc. Et on a construit cette histoire, semaine après semaine. Et ce qui fait qu'au moment où il a fallu déménager et quitter leurs copains, leur école, leur jardin, la maison où ils étaient nés, etc., et ben ça s'est fait. Et ça s'est fait sans problème. Parce qu'il y a quelque chose qui était mûr, parce qu'ils avaient participé à ce projet. Alors, de fait, ils n'ont pas une chambre chacun, mais ils n'ont pas de lit superposé. Finalement, on n'habite pas dans la ville qu'on avait choisie. Mais ça n'a strictement aucune importance. Ce qui était important, c'est d'enclencher cette transformation et qu'ils en soient eux-mêmes les acteurs, puisque c'était le meilleur moyen de la réussir. Et si je peux vous le raconter aujourd'hui sans avoir la gorge serrée comme avant, c'est bien parce que ça nous a permis tellement de choses. Incroyable ce que ça nous a permis. Mon passé me manque, mais mon futur me séduit et m'attire. Et celui avec mes enfants aussi. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre pour ce soir, en dédiant notre soirée qu'on va prolonger, notre dîner, à la beauté du monde et à tout ce qu'on pourra faire pour elle.